Yes. Hello Adri, comment tu Salut vas? Aurélia, ça va très bien et toi? Ben écoute, ça va très bien, merci. Merci d'avoir accepté mon invitation. Avec plaisir, avec plaisir. Donc Adri, moi je t'ai découverte il y a de cela 3 voire 4 mois par l'intermédiaire du réseau de Thibault Louis sur LinkedIn quand il avait commencé à parler de son mastermind et il avait mis en avant justement les intervenants, les experts de son mastermind. Et parmi ces intervenants, il y en a que je connaissais, dont Madalena Martini, que j'ai reçue sur ce podcast, et aussi il y avait Jérémy Coleman. Jérémy Coleman qui, en fait, j'ai une cliente qui est dans son mastermind aussi. Donc, du coup, et c'est là que j'ai découvert un petit peu des nouvelles têtes, et notamment toi, en tant que CEO qui intervient dans ce programme. Donc, écoute, j'ai hâte que tu nous parles un petit peu de ton métier, dont on entend de Ouais. plus en plus parler, notamment chez les infopreneurs, etc. Mais d'abord, je vais te proposer déjà de te présenter, de nous dire qui tu es et ce que tu fais. Yes, avec plaisir. Bah écoute, vraiment en quelques phrases, je suis aujourd'hui COO freelance, spécialisée dans les automatisations et le scale. J'accompagne surtout des entrepreneurs qui ont des business en ligne à structurer leur boîte pour pouvoir scaler leur marketing et aussi se libérer de la charge opérationnelle, en fait. D'accord. Ok, super. Et tu fais ça depuis combien de temps? Là, ça fait environ un an et demi que je fais cette activité-là. J'ai eu un passé entrepreneurial. En fait, moi, ça fait depuis 2016 que j'entreprends. Et pour la petite anecdote, j'ai même jamais rien fait d'autre qu'entreprendre puisque j'ai jamais été salarié de ma Ah, vie. d'accord. Ok. Donc voilà, j'ai vécu pas mal d'expériences entrepreneuriales assez différentes, assez variées dans des secteurs différents. Et puis COO freelance s'est imposé à un moment dans ma vie où j'avais envie de réconcilier mes compétences, ce que j'aime faire, mais aussi le fait d'avoir un équilibre vie pro, vie perso. Et j'ai trouvé que c'était la meilleure voie pour moi. Superbe, superbe. Avant d'être CEO, comme tu étais déjà dans l'entrepreneuriat, c'était quoi plutôt? Comme tu l'as dit, plutôt axé système, automatisation ou tu avais d'autres compétences? J'ai fait pas mal de choses pour mon parcours, vraiment en quelques phrases. Sur le plan académique, moi j'ai fait Sciences Po Bordeaux, donc une école où on apprend pas grand-chose. Si ce n'est l'analyse des politiques publiques. J'ai complété avec du droit à la fac et avec Centrale Supélec, où là j'ai appris un peu plus de choses techniques. Donc ça m'a rapproché un petit peu du monde du numérique et tout. Mais en réel, dans mes aventures entrepreneuriales, j'ai monté des projets très différents de conseils, de formation en ligne, des startups aussi. Le point commun, c'était plutôt l'impact positif. J'étais vraiment sur des projets engagés sur le plan social ou environnemental. Il y avait toujours une dimension innovation et tech. Mais c'était pas forcément automatisation, process. Après, D'accord. de fait, ce que j'ai constaté, c'est que c'était là-dessus que moi, je me prenais le plus de plaisir dans mes différentes aventures. Et je pense que juste, il y a un moment où on a chacun des zones de génie et que la mienne, elle est plus là-dessus que sur autre chose. Yes, superbe. Et selon toi, justement, aujourd'hui, pour les personnes qui nous écoutent, quelles sont les entreprises qui auraient besoin d'une COO? Donc, COO, ça veut dire Chief Operating Officer, traduction en français, un directeur des opérations. Donc, Ouais. selon toi, quelles sont les entreprises qui auraient besoin d'un CEO aujourd'hui? En réel, c'est vraiment extrêmement varié. Il y a plein de boîtes qui pourraient avoir besoin d'un COO. Je pense que il y a deux facteurs déclencheurs à ce besoin émergent. Le premier, c'est d'avoir un profil CEO qui est plutôt visionnaire et qui n'est pas très à l'aise ou qui n'aime pas spécialement se charger des opérations quotidiennes. Et le deuxième déclencheur, c'est souvent une montée en charge des opérations ou du nombre de personnes dans l'équipe, en fait. Quand on a deux, trois personnes, il n'y a pas forcément besoin d'un CEO. Là, j'accompagne une boîte qui est passée en l'espace de 6 mois de 7 à 15 personnes. Là, il commence à y avoir des enjeux de structuration, surtout qu'ils veulent finir l'année à 20, entre 20 et 25 personnes. Donc là, vraiment, on commence à se dire, OK, un profil CEO peut venir mettre un petit peu de structure, de process et d'ordre pour accompagner la croissance. Yes. Et du coup, on peut faire aussi appel à des COO, je suppose, comme les OBM, sur des missions court terme, one shot, et aussi avoir un CEO à ses côtés en tant que partenaire stratégique et opérationnel, plutôt sur des missions long terme. C'est ça? Ouais, c'est ça. J'ai quand même le sentiment que sur le marché aujourd'hui du CEO en freelance, c'est plutôt des missions long terme.
qui sont demandées. Euh, Moi, ça a été une des raisons qui m'a poussé à diversifier un petit peu mon panel d'activités parce qu'en COO freelance stricto sensu, je n'avais que des demandes pour des missions très long terme et parfois même des missions full-time, en fait. Donc, c'est ce qui m'a orienté vers le fait de lancer des offres plutôt de services packagés en croisant mes différentes compétences. Mais j'ai le sentiment quand même que la demande, elle est plutôt là-dessus. Après, bien sûr, il y a des COO qui interviennent de manière très ponctuelle juste sur l'optimisation de process sur un sujet particulier ou sur la mise en place d'un outil, etc. D'accord. Ok, ça marche. Et toi, tu es plutôt, du coup, tu préfères servir des clients sur du long terme ou plutôt Bah, en une de fait, temps en temps? moi, j'ai commencé avec des missions full-time, carrément. Donc c'était des missions où on me demandait d'être COO pour assurer la transition pendant 2 à 4 mois. Ensuite, j'ai réussi à avoir des missions en part-time, ce qui était un premier pas pour moi parce que je voulais diversifier en fait mes activités et je sentais que j'avais un plafond de verre énorme derrière le full-time. C'était du salariat déguisé. Ouais. Et donc maintenant, aujourd'hui, j'ai une partie de mission long terme, très peu sur du CO 360 degrés, parce que je trouve que la charge cognitive qui vient avec cette posture-là, elle est assez énorme, en fait. Et puis moi, je veux, si je deviens CO 360 degrés d'une boîte, m'autoriser à y penser quand je prends ma douche, quand je fais mes pas le matin, quand je fais du sport, etc. Je veux leur donner l'espace nécessaire pour avoir des idées à tout moment dans ma journée. Du coup, je limite vraiment le nombre de collaborations long terme. Ça, c'est un choix que moi j'ai fait. Qui n'est pas du tout le choix d'ailleurs le plus euh, commun, on va dire, en termes de stratégie freelance. Et par contre, à côté de ça, j'ai plus des missions court terme avec vraiment un pack de choses que je délivre, qui est toujours la même chose, et qui me permet en fait là d'en signer beaucoup plus et de manière, enfin, de faire rentrer des nouveaux clients tous les mois, quoi. Ouais. Donc ce pack, c'est ce sur quoi tu t'es spécialisé, à savoir les systèmes et les automatisations. Ouais, c'est Et- un pack d'automatisation très orienté marketing Hmm. qui a pour objectif de vraiment aider plutôt les solopreneurs à capitaliser davantage sur leur audience, qu'elle soit captive sur les réseaux ou une base d'email, pour venir les transformer en clients grâce à des systèmes ce qu'on appelle evergreen, c'est-à-dire qu'on met en place quelque chose une fois et qu'en fait ça marchera dans 6 mois aussi. C'est ça, c'est ça. Et à quel moment, selon toi, à quel stade peut-être de développement d'un business, une personne peut faire appel à une CEO si elle envisage de prendre un CEO à ses côtés sur du long terme, justement? Ça dépend vraiment de la structure du business. Sur des business en ligne, je pense que c'est quand tu constitues une équipe et que tu veux commencer enfin, que tu as des enjeux de gestion d'équipe et de projet. C'est quand tu veux justement te sortir un petit peu de l'opérationnel et mettre en place des process et des systèmes automatisés. Euh, c'est quand, en fait, la croissance. Pour moi, ce qui va vraiment motiver un entrepreneur à faire appel à un CEO, c'est que la croissance est déjà générée un petit peu de chaos, en fait. C'est ça, On prend rarement un CEO en préventif. C'est plutôt parce qu'on se fait submerger par la dynamique de sa boîte qu'on se dit, OK, j'ai besoin d'aide, je vais prendre quelqu'un pour mettre de l'ordre. c'est ça. Et puis après, il faut pas se mentir, il faut que quand même aussi les entreprises aient la trésorerie pour pouvoir se permettre d'avoir les services d'un CEO. Oui, parce Même que ça si, coûte assez cher en soi. ouais, Objectivement, c'est un service qui coûte cher et c'est justement en fait pour permettre d'aller encore plus loin et plus vite. Donc il faut le faire en étant capable d'investir encore plus. Je pense qu'il ne faut pas se dire je prends un CEO, il va tout gérer. Souvent, le CEO, c'est un chef d'orchestre et il va te dire il faut rajouter telle ligne d'investissement, il faut rajouter tel outil. En fait, tu as besoin d'une personne de plus pour gérer ton équipe support. Et du coup, c'est presque quelqu'un qui va te proposer d'autres dépenses. Donc, il faut quand même être dans une phase où on peut investir, en fait. exactement. Et justement, puisque tu parles de chef d'orchestre, ça me parle forcément parce que j'aimerais bien avoir ton point de vue, ta vision sur la différence pour toi qu'il y a entre un COO et une OBM, une Online Business Manager. Ouais, c'est un sujet complexe parce que je pense qu'aujourd'hui, la distinction, elle est beaucoup plus fine et qu'il y a pas mal de cas où on pourrait dire l'un ou l'autre en soi. Je pense que le premier axe de réponse, c'est qu'il y a quand même un énorme point commun, c'est que dans les deux cas, on est sur des profils intégrateurs. Euh, Dans le duo, visionnaire, intégrateur. C'est-à-dire qu'il y a des
profils entrepreneuriaux qui ont plutôt une capacité à formuler une vision et une stratégie long terme, et d'autres qui ont plutôt la capacité à la mettre en exécution et à définir un plan d'action et à le faire mettre en œuvre, en fait, par une équipe. Donc les COO et OBM ont ce gros point commun d'être des profils intégrateurs. Ensuite, je pense qu'il y a deux axes de distinction. Le premier, c'est l'écosystème dans lequel ils évoluent. Parce que COO, ça vient plutôt du monde startup, mine de rien. Ouais, Là où OBM, tout est dans le nom Online Business Manager, tu es sur déjà des business 100% en ligne, souvent qui viennent du monde infopreneuriat. Pas que, mais ça vient beaucoup de là. Donc, tu as cette différence d'écosystème. Et ensuite, juste sur les tâches, je pense que dans beaucoup de cas, ça peut être assez similaire selon la taille de l'organisation. Si on compare vraiment des business de même taille, là, ça sera très similaire. Je pense en revanche que sur les profils aujourd'hui sur le marché, la plupart des OBM, on va dire les 70% des OBM sur le marché sont des anciens assistants, et souvent des femmes, des anciens assistantes virtuelles. Là où la plupart des COO sont des anciens CEO de start-up qui se réorientent vers le rôle de COO. Donc c'est juste des d'accord. profils différents, en fait, j'ai Ah l'impression. Je ouais. sais pas quelle est ta vision à toi? Alors justement, tu sais, moi je suis pareil dans une communauté d'OBM. Et ce qui est intéressant, c'est qu'on a tous des backgrounds et des expériences complètement différentes. Tu vois, moi je viens du corporate des ressources humaines. Il y en a qui étaient chefs de projet, il y en a qui avaient des postes de manager, des postes à responsabilité et qui ont fait cette reconversion. Et il y en a effectivement qui étaient avant assistantes virtuelles, avant d'évoluer sur des fonctions d'OBM. Donc on a vraiment, c'est ça qui est intéressant, c'est qu'on a des profils vraiment divers et variés. On a même une ancienne DAF qui est OBM aujourd'hui. Après, OBM, CEO, il y en a c'est une étiquette, hein, mais ça va Ouais, dépendre aussi quelle structure elles vont intégrer. Peut-être que les OBM, je dirais qu'on va plus les retrouver, en tout cas sur du long terme, dans des entreprises qui font peut-être pas encore le million et plus. Alors que les entreprises qui commencent à générer quand même pas mal de cash, qui ont la trésorerie, qui ont des grosses équipes et qui ont besoin de quelqu'un, là, effectivement, à un moment donné, quand tu fais le million, enfin, c'est surtout la trésorerie qu'il faut voir, hein, la rentabilité, c'est plutôt des profils CEO qui vont recruter. Et Romain Collignon, je ne sais pas si tu connais le ouais, fondateur je de vois. voilà, de M67 et M78. Il parle même parfois du trio CEO, COO et OBM dans certaines structures pour pouvoir favoriser la croissance, en fait. Donc, et c'est vrai que, ouais, il y en a qui disent, ouais, CEO, OBM, c'est la même chose. Moi, je dirais que voilà, ça dépend de où en est l'entreprise et à quel stade de développement et quel est son prochain step. Et parce que très souvent, et je crois que même Romain Collignon, parce qu'il a créé une société de COO fractional, et même lui, je crois qu'à un moment donné, il disait que quand tu commences à faire le multimillion, etc., tu as besoin d'un CEO full-time. Mm, Voilà. complètement, Du coup, c'est plus limite c'est plus un freelance, c'est plutôt un salarié dont tu as besoin pour ton entreprise. complètement. Un C'est ça, salarié, voire un associé, ouais, complètement. un associé, Et, complètement. Mm. et toi, du coup, en tant qu'OBM, tu accompagnes des boîtes de quelle envergure en termes et de taille d'équipe et de chiffre d'affaires? Alors, moi, j'accompagne les coachs et les mentors. Donc, Ok, voilà, business coach, mais aussi des life coach, des mentors. Là, j'ai un coach aussi et formateur en immobilier. Et on est sur des business qui font pas encore le million de chiffre d'affaires, tu vois. ok, On est sur du multiple six chiffres et pas sur des bis qui sont déjà au million et plus. Donc voilà, en tout cas, c'est la cible que j'ai choisie aujourd'hui. Mm. Et avec laquelle je me sens alignée, puisque moi-même, de par mon background, j'ai aussi une casquette j'ai fait une formation de coach professionnel. Donc, du coup, je connais bien leurs problématiques et leur quotidien. ok, Yes. très clair. Et je pense qu'aussi pour mettre un peu plus de clarté dans la différence entre OBM et CEO, si encore une fois, je veux te dire, ça peut être aussi selon les structures que tu vas intégrer, ça peut être les étiquettes que tu donnes, parce qu'il y en a qui vont plutôt se faire appeler intégrateur, et encore, il y en a qui arrivent à donner une définition spécifique d'un intégrateur par rapport à un CEO. Donc, moi, je ne vais pas dans autant de détails, mais qu'est-ce que je voulais te dire par rapport à ça? C'est comme si tu faisais le parallèle si on prend un exemple dans le corporate,
C'est comme si tu disais, c'est quoi la différence entre un directeur marketing et un responsable marketing finalement? Un Ouais, je vois directeur, ce que tu veux dire. un directeur marketing, tu vas lui déléguer des décisions et des responsabilités, alors qu'un responsable marketing, on est sur les mêmes métiers, mais finalement à des degrés de responsabilité, des niveaux hiérarchiques, si on peut parler de ça dans le corporate, et à des niveaux de décision qui vont être différents. C'est tout. Ouais, et en même temps, ça dépend vraiment parce que je connais des OBM Ouais, qui interviennent c'est ça. vraiment sur de la stratégie à fond et des COO qui le font pas. Ouais, voilà, tu vois, ça Vraiment dépend que vraiment sur. des Ouais. structures. Ça dépend des structures qu'on intègre. Tout à fait. Mais j'ai le sentiment que COO, c'est vraiment un terme qui est plus popularisé quand même dans le monde très tech, en fait, très Ouais, start-up et tout. ouais, Euh, et que OBM, c'est plutôt le monde de la formation en ligne, du coaching, tout ça. ouais. Euh, Moi, j'ai un pied dans les deux. Donc parfois, on me dit, mais en fait, t'es OBM. Je dis oui, oui, si tu veux. Et parfois, on me Oui, dit, voilà, mais ça c'est t'es OK. COO. Je dis oui, oui, tout à fait. Et Vraiment. je vais même te dire que parmi les OBM avec qui, dans la communauté où je suis, Duopreneur Academy, il y en a même qui font qui accompagnent des entreprises physiques, pas Ouais, que des business en ligne. ouais, Ouais. c'est ça. Mais là, du coup, je trouve que OBM, du coup, est un petit peu mal nommé pour ce Oui, cas-là. pour le côté Mais oui, online. c'est Ouais, ça. c'est ça. Ok, superbe. Est-ce que tu peux du coup nous partager ta vision? Quelle est ta vision avec ton entreprise? Ouais, bah, et en fait, moi, c'est un vrai chantier que je mène en ce moment, de me poser sur ma vision. Je sais que ma mission, c'est d'accompagner les entrepreneurs à donner vie à leur vision, à eux. Et que moi, ce à quoi j'aspire, c'est de créer un écosystème d'entreprises dans lesquelles je peux mêler ma passion des process et des automatisations avec la capacité d'exécution et la capacité stratégique d'entrepreneur, en fait. Et donc, moi, je pense que ma vision personnelle, elle est encore en train de mûrir, tu vois. Yes. Ok. Est-ce que tu veux par exemple nous partager tes intentions et tes désirs pour les prochains mois, pour 2025? Ouais, bah en fait là ce qui m'a permis là cette année de pas mal accélérer, ça a été de ajouter à côté de mon service de COO freelance classique un service packagé donc d'automatisation marketing. Ce service-là, je suis en train de le ultra processiser pour pouvoir déléguer une partie. Et l'idée, ça serait déjà sur la fin d'année en fait d'accélérer sur le volume d'affaires sur cette offre-là. Donc d'accélérer là-dessus, ça veut dire mettre en place pour moi aussi un vrai système d'acquisition marketing, d'avoir une petite équipe à laquelle je peux déléguer une partie des tâches et du coup de pouvoir faire rentrer beaucoup plus de clients sur ça. À côté de ça, je mène un chantier où sur mes missions un peu long terme, j'essaie de mixer les modèles de revenus. J'intègre un petit peu plus de commissions, typiquement sur donc de performance en fait. Ça me permet en fait de encore plus décorréler mon temps, enfin mon revenu de mon temps. Ce qui est en fait la trajectoire classique et l'objectif derrière le service packagé aussi, hein, c'est de vendre un service à un pack, enfin un prix précis sans considération du temps que j'y passe. Et sur la fin de l'année aussi, je vais lancer une formation. Mon premier produit digital. Ça va être une toute première pour moi en solo, parce que je l'avais fait du coup évidemment avec des entreprises passées, mais là en solo, ça va être quelque chose. Et puis sur 2025, l'idée, ça va être, je pense, de consolider ces différents axes. L'objectif sur 2025, c'est d'atteindre 500 000 euros de CA. Et ça me semble tout à fait réalisable si j'arrive à mener à leur plein potentiel chacune de mes offres. Voilà. Yes. Superbe. Et justement, par rapport à la croissance que tu as eue là, selon toi, quel a été le switch qui s'est passé dans ton business pour que tu connaisses une forte croissance cette année notamment? Il y en a eu deux, mais enfin, qu'on pourrait résumer en un. Le vrai switch, ça a été de m'entourer des bonnes personnes. En fait. C'est tout simple. Enfin, c'est tout simple. Euh, c'est pas si simple que ça, parce que déjà, il faut trouver ces personnes-là, et puis C'est ça. souvent, il faut accepter l'investissement que ça nécessite. Dans mon cas, j'ai payé des accompagnements avec des experts, des mentors. J'ai rejoint le programme d'accompagnement de Thibaut, dans lequel j'ai aussi rencontré Sophie Roard, qui est une coach business extraordinaire, qui m'a beaucoup aidé sur mes offres. Euh, Thibaut, évidemment, m'a beaucoup aidé à affiner mon positionnement. Et puis, dans la foulée, j'ai intégré le mastermind
de Thibault Louis et Kevin Dufresne, qui me donne accès à des gens qui sont plus avancés que moi, en fait, parmi lesquels je me sens comme un bébé entrepreneur. Ce qui est extrêmement galvanisant et en fait hyper enrichissant au quotidien parce que ça pousse à avoir de nouvelles perspectives sur son propre business et surtout à revoir à la hausse ses ambitions. Moi, c'est vraiment ça qui m'a débloqué plein d'aspects mindset. Et puis des aspects très concrets où Thibaut, Louis, à un moment, il m'a complètement débloqué sur un volet de mon business qui a mené à la croissance. C'est que je vendais un pack, enfin je vendais du CO au freelance, je n'ai même pas parlé de pack parce qu'en fait je vendais du temps, fondamentalement. Alors c'est pas présenté comme ça, mais c'était du temps. Et j'étais forcément capée, en fait. Et moi, j'ai vite capé à 10 000 € par mois. J'ai très vite atteint les 10 000 € par mois, enfin entre 9 000 et 12 000. Mais j'ai très, très vite capé à cet endroit-là. Et je me demandais, mais qu'est-ce que je peux faire, en fait, pour sortir de ça? Et Thibaut m'a juste dit, arrête de réfléchir à ce que tu vas mettre sur ton profil LinkedIn, ton titre, etc. Ça, on s'en fiche complètement, parce que j'étais vraiment obsédée par ça, de comment il faut que je formule le truc pour pouvoir... voilà. Et il m'a dit, demande-toi juste ce que tu veux vendre, là, dans les 3 prochains mois. Qu'est-ce que tu aimes bien faire? Et je lui ai dit, mais moi, si c'était que moi, je passerais mes journées à faire des automatisations dans le noir sur des outils que personne n'aime et ne maîtrise, vraiment enfermé dans dans mon bureau, parce que j'adore ça et que j'ai un côté très geek et voilà. Et il m'a dit, mais pourquoi tu fais pas ça? Juste ça, en fait. Tu dis que tu fais des automatisations et tu trouves une manière de le packager. Donc, j'ai croisé ça avec mes compétences en marketing et mes expériences passées dans le business et tout. Et, euh, et ça a été vraiment un switch parce que ça m'a permis de sortir une offre packagée qui aujourd'hui est responsable en fait du gap entre les 10 000 € de vente de temps et les environ entre 5 et 15 000 de plus qui se rajoutent tous les mois sur du service packagé en fait. Donc c'est D'accord. vraiment ça qui a généré quand même la croissance. Cette logique-là de sortir une offre très précise sur un sujet, un pain point, pas 10, pas tout, pas vouloir tout faire. Et surtout que ce soit packagé, c'est-à-dire de vendre un résultat et pas le temps que j'y passe, Oui, en parce que fait. quand tu dis que tu vendais ton... En fait, quand tu vendais ton temps, c'est-à-dire que tu proposais des forfaits, des packages de Mais, forfaits, c'est ça? ouais, Alors? il y en avait, ça pouvait être 3 jours par semaine, et puis ce genre de choses. Et puis il y en a d'autres, c'était pas vraiment présenté comme ça, mais en réel, ça revenait à vendre du temps. Alors que Oui. sur là, le service packagé que je vends, qui est en fait la mise en place de systèmes marketing automatisés, euh, je fais toujours la même chose pour tous les clients. Et il n'y a pas de considération de combien de temps j'y passe. Euh, Oui, c'est le résultat qui est acheté. c'est ça. C'est ça. Mais après, ça te prend quand même du temps à le faire. C'est pour ça que tu envisages justement de déléguer. Hmm. Ça me prend du temps de le faire. Aujourd'hui, ça me permet d'avoir quand même enfin, une rentabilité bien meilleure que sur du CEO freelance en termes de taux journalier. Ouais, Euh, mais, euh, mais là où je pense qu'il y a un enjeu à déléguer, c'est parce qu'il y a plein de micro-tâches c'est qui ça. sont sans plus-value pour moi, où j'apporte pas ma valeur ajoutée, parce qu'il n'y a pas forcément du jus de cerveau dessus, que c'est très mécanique, que c'est juste que ça peut pas être complètement automatisé. Quand on doit venir paramétrer un CRM, il y a des choses qui doivent se faire manuellement dans le CRM. On doit venir créer des champs, on doit venir les ranger dans les bonnes catégories, etc., etc. Sauf que moi, j'ai une méthode et que je peux concevoir toute la structuration d'un CRM. Ça peut me prendre 2 heures face à mon espace notion, de prendre ma méthode, de l'appliquer à ce cas précis. Et ensuite, l'intégration dans le CRM, bah, si ça me prend 2 heures de plus, alors que clairement, c'est très répétitif, je préfère le confier à quelqu'un qui aura un taux horaire plus bas que le mien. Oui, Euh, et du coup, c'est win-win en fait. complètement. Et donc, du coup, tu envisages de déléguer, comme tu l'as Ouais. dit. Quels sont les profils, selon toi, dont tu vas avoir besoin pour pouvoir déléguer? Comment tu comptes y prendre, tout simplement? Le premier chantier, là, c'est vraiment de déléguer à une assistante virtuelle que j'ai onboardée, qui s'appelle Diane, qui est géniale, à laquelle je délègue pas assez de choses pour le moment. L'objectif, c'est de lui déléguer à la fois des aspects très back-office de mon business, donc tout ce qui va être compta, administratif, etc. Et des aspects très liés du coup à mes offres, puisque je trouve que Diane aime beaucoup les automatisations et aime beaucoup le marketing et vient de ce monde-là aussi, en fait. Donc on va commencer à bosser ensemble là-dessus. Le sujet qui va se poser ensuite, c'est est-ce que je peux former des mini-mois
sur les sujets où moi j'ai une plus-value, donc de stratégie marketing et stratégie business au global. Euh, Là, il va y avoir un enjeu à identifier des bons profils que je peux former à ma méthode, en fait. Donc des profils qui ont le background et surtout la culture business et infopreneuriale euh, auquel je peux transmettre mes méthodes. Je pense que c'est ça vraiment le bon mix, c'est ce que je vais chercher. Ça va être des profils plutôt juniors qui ont la culture et qui ont envie d'acquérir une méthode particulière que je peux leur transmettre. C'est ça, c'est ça. Et comment tu les trouves justement tes pépites? Comment tu comptes y prendre? Est-ce que tu vas passer par la Roco, par ton réseau? Est-ce que tu vas faire comme certains entrepreneurs en diffusant une offre de collaboration classique? Je Comment pense que tu comptes? jusqu'à présent, ça a été du réseau et je pense que ça va rester du réseau. Ouais, Si ça se trouve, je ne trouverai pas par le réseau et je diffuserai une offre, hein. Mais j'ai le sentiment que dans le petit monde du online business, euh, c'est quand même beaucoup par réseau, recommandation. C'est important d'avoir confiance. Et puis j'ai l'impression qu'au-delà de... Parce qu'il y a le sujet d'avoir confiance en quelqu'un, parce qu'on te dit il est compétent, il est fiable, etc., etc. Il y a aussi ce truc de culture commune, en fait. Et que si tu es entouré d'entrepreneurs qui partagent ta fibre, il y a de grandes chances qu'ils bossent avec des gens qui partagent aussi cette fibre-là. Et du coup, ça matchera bien d'un point de vue humain. Je sais pas, toi, comment tu... Déjà, est-ce que tu es entouré aujourd'hui et comment tu vas trouver les gens avec lesquels tu bosses? pareil, c'est Roco. C'est le réseau et c'est les Roco. Toujours. C'est rare. On avait tenté une fois avec une cliente de faire une offre de collaboration et ça n'avait pas matché pour un profil d'assistant marketing et on en revient toujours au réseau. Donc voilà. Ça dépend, je pense, après peut-être des profils que tu recherches, mais pour l'instant, nous, c'est réseau et Ok. recommandations. Et tu as une Ouais. équipe du coup autour de toi? Alors là, alors moi personnellement non, en tant qu'OBM, mais pour avoir placé auprès de mes clients, par exemple là j'ai un client où il y a une assistante virtuelle et Ouais. une copywriter. Voilà. Ok. Et après, c'est une autre cliente où on va mettre en place justement le développement d'équipe parce qu'on va bientôt recruter un setter notamment. Donc c'est en train de Trop se bien. mettre en place doucement. Yes. Euh, Comment tu comptes déléguer justement? Parce que te connaissant, je pense que les systèmes, les process, il y a quand même pas mal de choses que tu as dû commencer à mettre en place pour tout ton juste cerveau, tout ce que tu as en idée, en tête, boum, tu le mets, tu le processises par écrit. Ouais, complètement. Bah, comme je t'ai dit, la première des étapes, c'est de lister tout ce que je fais sur une mission type, en fait. Donc j'ai vraiment ouvert un tableau et chaque ligne égale une tâche. Et je décris cette tâche et je note à côté le temps que moi ça me prend et si selon moi c'est délégable ou pas. Déjà, est-ce que c'est là que j'apporte de la plus-value ou pas? Donc j'ai fait ce travail-là. Ensuite, il y a un enjeu de documentation de comment le faire. Donc moi, ce que j'ai prévu là, c'est sur la prochaine mission, je vais quasiment filmer chacune des étapes de ce que Ouais, je fais. ouais, C'est tout bête, mais avoir un lot, peut-être à la fin de 20, 30, 40 vidéos de 1 à 3 minutes qui montrent des applications sur des outils ou autres, bah, ça va permettre forcément à la personne qui sera onboardée de pouvoir suivre step by step, une sorte presque de tutoriel en c'est fait. ça, Et puis ça met en confiance, je pense, aussi la personne qui arrive, ça lui permet de réduire les erreurs potentielles. Et moi, ça me permet aussi à ce moment-là de prendre conscience de ce que je fais. En fait, c'est ça qui est intéressant. c'est Donc je vrai. pense que premier axe, c'est vraiment découper. Enfin, première étape, découper. Deuxième étape, documenter. Et puis ensuite, optimiser en continu, identifier les petits grains de sable dans les rouages, etc. Top, top. Et ça, c'est vrai que cet exercice-là que tu es en train de faire, moi aussi, je l'ai fait. Parce que souvent, on sous-estime aussi le temps qu'on passe à faire certaines tâches. Ouais, Et quand tu commences à, ne serait-ce qu'à utiliser simple appli comme Toggle ou Clockify ouais, pour, pour traquer ton temps sur certaines tâches, quand tu vois le total à la fin de la semaine, tu dis, ah oui, quand même. Ah oui, quand même. Je ne pensais pas que je passais autant de temps ouais, sur certaines tâches. Donc, c'est intéressant. C'est intéressant, ça. Et puis d'ailleurs, j'ai animé aussi une masterclass, tu vois, sur la délégation et auprès d'une communauté dans un mastermind. Et je leur ai fait justement, je leur ai proposé de décortiquer leur temps, tu vois, sur une semaine type et faire idéalement cette évaluation sur un mois pour qu'elles puissent se rendre compte avant de déléguer ben, justement ce découpage de tâches et le temps que ça leur prenait.
Après, ça ne veut pas Ouais. dire que la personne qui va le reprendre mettra le même temps qu'elle. Peut-être que si c'est sa spécialité, elle mettra forcément moins de temps. Mais au moins, elle se rend compte, tu vois, du temps que ça prend. Et ça, c'est vraiment un exercice très intéressant. Donc, ouais. Complètement, surtout on en découvre tout le temps. Je pense, voilà, même pour des profils comme nous qui sommes très orientés optimisation, etc. Moi, je sais que hier, par exemple, j'ai préparé un webinaire pour un client et que je m'étais mis dans mon agenda 2 heures de travail dessus. Bon, ça m'a pris 4 heures, voilà. Voilà. Et ça me permet voilà, de réaliser. C'est hyper intéressant aussi parce que je pense que quand on est OBM, bras droit, COO, voilà, ce genre de profil-là, on a tendance à se voir uniquement par le prisme de ce rôle et à oublier qu'on est aussi dirigeant de notre propre boîte et qu'on a nous aussi des enjeux de rentabilité. Et que si on a l'impression d'être rentable parce qu'on a vendu une presta à 4 000 € et qu'on se dit qu'on va y passer 2 jours et qu'on se dit, OK, bah, mon TJM du coup est bon dessus, mais qu'en réel, bah, on y passe 4, 6, 8, peut-être même 8 jours. Bon, là, c'est vraiment un cas extrême de mauvaise anticipation. Mais voilà, ça permet vraiment de réaliser est-ce qu'on est rentable ou pas, en fait. Et c'est Exactement. important de penser rentabilité. Ça, c'est Sophie Roar qui m'a beaucoup éclairé sur ça, qui m'a dit, mais en fait, ta boîte, elle est censée aussi générer un surplus, au-delà du cash que ça génère pour te payer toi. Parce que j'avais beaucoup de mal, moi, au début, à prendre en considération, parce que j'ai eu des agences avant, des boîtes de formation, des startups, où là, forcément, c'était l'argent de la boîte que je considérais, c'était la marge de la boîte qui était importante. Et puis, quand je suis passée à mon compte freelance, j'ai presque une sorte de confusion entre l'argent de la boîte et mon argent. Pas vraiment non plus, je sais d'un point de vue comptable que c'est très différent, mais tu vois ce que je veux dire? J'avais moins cet enjeu, cet impératif de générer de la trésorerie et une marge sur la boîte, enfin, un impératif avec lequel je suis en train de renouer là, parce que je réalise que c'est ce qui permet en fait d'avoir une capacité d'investissement, tout simplement, et que sans ça, bah, je vais plafonner. Et j'ai plafonné du coup en début d'année autour de 10 000. J'ai fait des investissements qu'il fallait pour augmenter. Et là, je me dis que si je veux pas plafonner aux alentours de 20 000 25 000 où je suis aujourd'hui, bah, il va falloir encore que j'investisse considérablement. Et donc, il me faut cette capacité d'investissement. Yes, complètement. Et en parlant de ça, toi, à quel moment tu vas te sentir sécure au niveau de ta trésorerie? Combien de mois ça représente pour toi? Là, moi, mon objectif, c'est d'avoir 6 mois, enfin, ça, on conseille en gestion personnelle d'avoir 6 mois d'épargne de précaution et Ouais. ensuite on peut se permettre d'investir. Donc sur l'aspect perso, en fait, c'est bon, c'est résolu de mon côté. Sur l'aspect pro, je vais aussi m'accorder environ 6 mois de trésorerie d'avance qui tiendrait compte et de ma rémunération et des charges sur lesquelles aujourd'hui je me suis engagée, que je pourrais couper du jour au lendemain, mais que j'ai pas vocation à couper du jour au lendemain. Euh, et voilà. Ok, super. Euh, Bah, si tu veux bien, on va en revenir à tout ce qui est, par exemple, on a parlé des systèmes. Donc, toi, Ouais. je suppose que même toi, pour ton entreprise, donc tu as commencé à peut-être à mettre, à systématiser aussi ton entreprise en vue de tes futures délégations. Et au niveau, par exemple, de tout ce qui est gestion de projet, comment tu les gères aujourd'hui, tes projets? Est-ce que par exemple, tu utilises un outil que tu affectionnes Ouais, particulièrement? que je vais changer. Mais du coup, oui, pour l'instant, je suis sur Notion. Notion, parce que ça me permet de créer un petit espace client très sympa pour mes clients. Et c'est voilà, c'est un outil qui est de plus en plus utilisé. Il se trouve que à titre perso, c'est pas mon outil préféré. Je le trouve très puissant. On s'est d'accord, hein. Je vais pas me mettre à dos tous les aficionados de Notion. Non, il se trouve que j'ai un vrai amour pour Airtable. Je sais pas si tu connais, si tu utilises. Et c'est depuis toujours. Vraiment, c'est mon chouchou. Voilà, j'y peux rien, mais Airtable, c'est mon chouchou. Et donc là, je pense que je vais rebasculer ma gestion de projet sur Airtable. J'ai déjà basculé toute ma gestion financière de ma boîte dessus. Et donc, je pense que je vais tout basculer là-dessus, là. D'accord, ok. Airtable, qui est c'est tout ce qui est base de données, en fait. Ouais, Ok. ça permet de faire des bases de données. Tu as aussi une partie interface qui te permet quand même de créer aussi des tableaux de bord, en fait, Mhm. que tu peux éventuellement partager avec des clients. Donc très sympa aussi. Et si tu veux, tu peux l'interfacer avec d'autres outils comme Softer qui permettent de créer des micro apps
en fait, mobile ou web, à partir de la base de données qui sert en fait un petit peu de back-office. Mm. Donc c'est vraiment très bien. Ça s'intègre extrêmement bien avec d'autres outils. Je trouve que voilà, quand tu dois faire des connexions avec Make ou quoi, c'est vraiment très bien fait. Tu as un outil d'automatisation dans Airtable qui est aussi très bien. Tu me diras, il y a aussi ça sur Notion. C'est vrai, mais c'est mon chouchou Airtable, j'y peux rien. Donc voilà. Yes. Mais c'est vrai que, alors, du coup, parce que moi, j'ai suivi un workshop avec sur Airtable qui avait duré presque 2 heures. Et j'ai pas encore compris toutes les possibilités que tu pouvais faire avec. Donc, ouais, je pense que je vais vraiment me former dessus parce que c'est vrai qu'il y a pas mal de possibilités, j'ai l'impression, et de connexions, comme tu disais. Par contre, j'ai pas perçu, tu vois, cet outil comme un outil de gestion de projet en équipe, tu sais, pour attribuer des tâches pour assigner des tâches. Tu vois, cette Si, partie-là, si, tu peux, hein. je Ouais, l'avais pas compris. D'accord, qu'on pouvait faire ça également comme sur Notion, comme sur Asana ou comme sur ClickUp, par exemple. ouais, bah t'as exactement cette dimension-là parce que tu peux du coup constituer ton équipe et donc t'as, dans ta base de données, exactement comme sur comme sur Notion, tu peux avoir une colonne où c'est responsable en fait et tu vas mentionner la Oui, personne, tout simplement. d'accord, ouais, donc Euh, finalement, c'est le même système. D'accord. T'as le même système de commentaires que sur Ouais. un élément, un item d'une base de données Notion. Donc, tu as vraiment quand même cette dimension collaborative qui est là. La seule différence, c'est que tu vas pas avoir d'éditeur de page texte classique, là où tu as ça sur Notion. C'est pour ça que moi, je trouve ça très complémentaire. Je trouve que Notion, c'est un super outil pour créer un wiki d'entreprise, en fait. Euh, Airtable, moi, je l'utiliserais plutôt vraiment pour de la gestion de projet et même du suivi de données, que je trouve vraiment très efficace dessus. Ouais, comme notamment des CRM. Est-ce que tu imagines voilà, utiliser Airtable pour du CRM, par exemple? Non, parce que je vais prendre un vrai outil marketing, pour le coup, Ouais. parce que j'ai vocation à faire de l'emailing, etc. Mais oui, Airtable, c'est un très très bon outil quand t'as pas, qui peut faire un très très bon CRM. Je trouve beaucoup plus poussé qu'un CRM fait sur Notion. Voilà. Yes. Euh, et, euh, et non, sinon, après, pour la partie vraiment suivi de avant-vente, conversion et emailing, là, je passe sur ConvertKit. Je sais pas si Ouais. tu connais. Je connais deux noms, oui, bien sûr, mais après, je l'ai jamais utilisé. Ouais, voilà, c'est un outil d'emailing, pour faire simple, mais sur lequel, du coup, tu as une audience que tu peux segmenter en tag, Ouais. etc. Et après, tu peux l'interconnecter pour créer des pipelines avec d'autres outils, etc. C'est Superbe. pas le meilleur outil que je recommande là-dessus, c'est ActiveCampaign. Mais il serait vraiment, faut reconnaître qu'il serait un peu overkill par rapport à mes besoins. Moi, il faut que je sois réaliste. J'ai une toute petite base email et j'ai pas vocation non plus à avoir des milliers de clients par rapport à ce que je vends. C'est juste pas un business model qui repose sur du volume. Donc ce serait Oui. stupide de prendre une machine de guerre, quoi. C'est clair. Et à part, voilà, du coup, Airtable, Notion, est-ce qu'il y a d'autres outils logiciels que tu affectionnes particulièrement pour la gestion quotidienne et des opérations de ton entreprise? Euh, Bah pour toute la partie, tu parles aussi de la partie comptable et tout, ou pas spécialement? Ah, aussi, oui, oui. Moi, sur toute la partie comptable, j'ai pris Abi, que je trouve Ouais, franchement bien. Euh, Simple, efficace, on va dire. Et puis après, non, je suis prendre des notes, comme beaucoup de gens, et je pense que c'est important, mais j'ai testé plein de systèmes de prise de notes, et je suis revenue à Google Keep, donc vraiment les notes de Google, toutes simples. d'accord. Je trouve qu'il n'y a pas plus efficace que ça. Euh, non, après, il y a plein d'outils que j'utilise, mais c'est vraiment pas avec des usages très précis, pour du design, pour du montage, etc. Mais pour des trucs très globaux, c'est vraiment principalement Notion et Airtable. D'accord. Et Et tout ce qui Make, est du coup, évidemment. Make. Toi, c'est plutôt Make que Zapier, parce qu'avec Make, tu as peut-être plus de possibilités, c'est ça? Ouais, D'automatisation. en fait, tu as angles. Alors, Zapier, c'est vraiment très bien. Mais pourquoi on va souvent préférer Make à Zapier? Le premier, c'est qu'à grande échelle, sur des gros volumes d'opérations, Make Ça. revient moins cher. Voilà, tout Ouais. simplement. Ouais. Euh, Donc Zapier, c'est très bien quand tu démarres et que t'as pas beaucoup d'opérations, mais très vite, tu vas te ruiner chez Zapier, alors que Make reviendra moins cher. Et ensuite, effectivement, Make, je trouve,
permet d'aller un petit peu plus loin sur la création de ce qu'on appelle des custom apps, où tu vas pouvoir créer toi-même des modules, en fait. Je sais même pas si c'est possible ou impossible sur Zapier. J'ai pas essayé, mais ce que je trouve en tout cas, c'est que l'interface et les modules de gestion du flow sur Make sont beaucoup plus poussés et tu peux faire plus de choses. Donc D'accord, vraiment, je recommande Make. Des vrais puristes diront qu'il y a encore mieux. C'est N8N qui va encore plus loin. d'accord. Mais je pense que pour des profils qui sont non tech, Zapier est une super entrée en matière dans le monde des automatisations. Et dès qu'on se sent un petit peu bridé et qu'on veut aller un petit peu plus loin, Make. Yes, ouais, Tu fais aussi carrément. des automatisations ou pas spécialement? Je commence vraiment à en faire. Là, c'est vraiment le tout début. Je me forme là-dessus, mais moi, c'est plutôt Zapier parce que Make, j'y arrive pas. Make, c'est pas possible. Et effectivement, il faut avoir une appétence ouais, profil geek, comme tu dis, parce que j'ai essayé et j'ai regardé une vidéo sur YouTube d'une personne qui nous montrait un process sur Make. Alors, c'est vrai que visuellement, voilà, c'est super sympa. Mais après, quand tu rentres dans le détail, Mm. pour pareil, là, j'ai dit non. Là, il m'a perdu. Donc, pour moi, Zapier, ça fait très bien le job pour l'instant. Mais comme tu dis, effectivement, quand on passe sur des gros volumes et des sociétés qui ont besoin, effectivement, de grosses automatisations, mais qui, effectivement, sera peut-être plus approprié. Et de part aussi le tarif qui est plus intéressant par rapport au Ouais. volume, comme tu disais, des opérations. Complètement. En fait, la différence, pour le schématiser, c'est que Make a une approche, le design de l'outil est beaucoup plus proche du fonctionnement réel programmatique derrière. Ouais, Donc, Zapier, c'est comme s'ils avaient rajouté plus de surcouches pour que ce soit plus friendly pour l'utilisateur qui n'est pas un profil tech à la base. c'est ça. Si tu as une logique de développement informatique, tu seras plus à l'aise sur Make que sur Zapier, bizarrement. Parce que c'est plus proche de la logique développement informatique, en fait. Oui, voilà, c'est ça. Ah ouais, je te rejoins complètement là-dessus. Mm. Ok, superbe. Et au niveau de tout ce qui est création de opt-in, landing page, c'est quoi que tu utilises, toi? Bah du coup, ConvertKit permet de faire 90% du taf là-dessus, c'est ça qui est bien. Et sinon, moi, pour vraiment les sites, c'est Webflow. Webflow, à fond. Je suis fan de Webflow, c'est extrêmement flexible. Ça permet de faire des beaux sites en quelques minutes. Donc je privilégierais toujours ça versus un WordPress ou autre. Mais ça, c'est pareil, c'est parce que je suis arrivée sur le monde du marché du travail en 2000. Je commence à bosser en 2016. Et Webflow était tout nouveau à ce moment-là. Et c'était un petit peu le concurrent, on va dire, le concurrent moderne de WordPress. Et j'ai juste beaucoup plus accroché avec cette expérience-là qu'avec d'autres. D'accord, donc c'est ce que tu utilises aujourd'hui? Tu as un site internet que tu Moi, as j'ai pas de construit? site. Je fais tout ce que je fais aujourd'hui avec pas de site. Un site, une page, un compte LinkedIn pas optimisé que je suis en train de mettre à jour parce qu'il dit pas du tout ce que je fais. Et une communication quasi zéro sur les réseaux, si ce n'est que j'ai quand même une bonne audience sur LinkedIn et j'ai de la chance d'avoir des gens qui me suivent et qui apprécient ce que je raconte dessus, même si je suis pas très très active et pas, surtout pas très assidue. Euh, mais, euh, mais non, j'ai pas de site. Aujourd'hui, là, je lance, c'est marrant que t'en parles, je lance en ce moment ma newsletter. Donc je vais avoir une vraie opt-in, une vraie expérience et surtout des vrais articles experts qui vont sortir. Et c'est pour moi nécessaire pour passer à l'échelle. Mais par contre, ça m'a pas du tout semblé nécessaire pour atteindre les seuils de chiffre d'affaires que j'ai atteints là. Tu vois, par exemple, je pense sincèrement qu'entre 0 et 10K, c'est complètement inutile d'avoir un site. Je pense qu'il faut juste aller chercher les gens manuellement, parler aux gens, tout simplement. Entre 10 et 20-25, je dis pas que c'est inutile, c'est juste que moi j'ai réussi à faire 100, mais c'est parce que j'ai beaucoup fonctionné au réseau. En revanche, je pense que ça peut être un vrai facteur d'accélération. Et là, au moment où j'en suis, je ressens le besoin de professionnaliser mon image et surtout de pouvoir faire venir, enfin faire entrer dans mon écosystème des gens qui me connaissent un petit peu moins et qui du coup auront besoin d'éléments de rassurance comme un site. T'arrives sur un site, tu vois des témoignages, etc. Ça rassure. Là C'est vrai. où, quand tu vends à des potes de potes, bah, ils viennent par la recommandation, ils ont confiance. Ils arrivent en C'est ça. call, ils ont déjà confiance. Si tu dis pas n'importe quoi, tu signes. Ou si tu dis pas n'importe quoi et si ton prix est cohérent et si ton service voilà, est pertinent, tu signes. Alors que quand tu fais, commences à faire arriver des gens dans ton système, des gens qui te connaissent à peine, qui t'ont découvert il y a 2 semaines, là, il faut des éléments de rassurance.
c'est ça. Et d'ailleurs, toi, puisque tu en as légèrement parlé, toi, tes clients, tu les trouves justement par le réseau, par la Ouais. reco. Ouais, c'est T'as réseau jamais, et reco. t'as jamais fait de prospection, je veux dire. J'ai jamais fait de prospection active. Si j'en ai fait quelques, j'ai envoyé quelques messages sur LinkedIn à quelques personnes. J'ai pas, par contre, fait de la prospection froide. Par contre, j'ai souvent saisi les opportunités. C'est-à-dire que si je voyais que quelqu'un était entré dans une phase qui était très pertinente pour, pas- qui était vraiment un signal très fort de cette personne va avoir besoin de mes services, j'osais la contacter pour lui demander, mais est-ce que tu as pensé à faire ça? Si oui, je peux t'aider, en fait. Hmm. Mais c'était toujours très très ciblé. Sinon, 90% de mes clients, c'est de la reco et du réseau. Soit du réseau ancien, parce que, ah bah, comme je t'ai dit, avant, j'ai monté des agences et des startups et tout, et donc ça fait quand même quelques années que je suis dans le milieu et pas très visible sur Internet, mais avec du réseau. Et soit de la reco directe à travers les programmes que j'ai rejoints, notamment le Mastermind, tu vois, j'ai trouvé des clients dedans ou grâce aux gens qui sont dedans qui m'ont recommandé à leurs potes. Et ça, je pense que c'est un truc qui est un petit peu sous-estimé, mais la force des communautés entrepreneuriales, c'est extraordinaire. C'est vrai, c'est vrai. Top, 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 top. Et Toi, tu les trouves comment, tes clients? pareil, le réseau. Le réseau. Euh, et mes clientes me recommandent auprès de leurs clientes. Donc ça, c'est pareil, c'est le réseau, le bouche à oreille. J'ai Ouais. tenté la prospection et déjà d'une, ça me correspond pas. Ça me correspond pas et puis ça marche pas pour moi. Il y en a pour qui ça marche. Attention, il y a des OBM pour qui ça marche vraiment. Mais moi, j'accroche pas. C'est la prospection, ça me convient pas. Donc ouais, non, c'est plutôt Rocco et le Rocco, le réseau, tout simplement, le réseau pro. Mm, Ok. ouais. Et qu'est-ce que je voulais te dire? Est-ce qu'il y a des KPI, toi, que tu affectionnes particulièrement et que tu as mis en place pour gérer ton entreprise? Sur ma propre boîte, Ouais, là, pour l'instant, les seuls KPI que je suis sont financiers, en fait. ouais, Donc, c'est volume de revenus et de dépenses chaque mois. Du coup, la ouais. marge qui est générée. Je, je découpe ça ensuite par thématique. Donc, ce type de rentrée un type de source de revenus. Et pareil pour les dépenses, les différentes catégories de dépenses. Pour l'instant, c'est les seuls KPI que je suis sur ma boîte directement avec le chiffre d'affaires évidemment. Et ensuite, dans ma vie au global, les KPI que je suis, ça va être ma qualité de sommeil et le volume d'activité physique que je fais tous les mois. Ça a l'air bête, mais je sais que s'il y a un mois où mon volume d'activité physique baisse trop, c'est qu'a priori, il y a eu un souci. Il y a eu un souci parce que je me suis fait déborder par le travail ou parce que ça allait pas. Peu importe, mais je sais que moi, c'est un critère essentiel, tu vois. En août, j'ai fait mon bilan du mois et j'ai intégré ce KPI-là dans mon bilan. C'était hyper important pour moi. Comment tu le mesures, du coup? Est-ce que tu as, des Moi, applications, des montres connectées? Ouais, j'ai ma montre connectée hein, qui mesure du coup mon nombre de pas, etc. Que je peux activer. Donc, dès que je fais une session de sport, en fait, j'ai un mode où j'active session de sport, que ce soit marche, vélo, muscu, course. Je fais rien d'autre. Et en plus de ça, bah après, c'est connecté avec d'autres applications. Et donc, en fait, moi, la synthèse mensuelle, je l'ai sur Strava. Parce que tout remonte sur mon app Strava, qui est un truc qui est très utilisé par les gens qui courent. Mais en fait, ça remonte toutes les activités physiques aussi. Donc, même mes sessions de muscu remontent dessus, etc. Donc, à la fin du mois, j'ai le bilan complet. Et je peux te dire qu'en août, j'ai fait 84 heures d'activité physique. Et je peux te dire que là, sur le mois de septembre, ça démarre plus bas. Ce qui est normal parce que je sais pourquoi ça démarre plus bas. Mais voilà, je peux vraiment comparer les mois entre eux, etc. trop bien, trop bien. Et bien justement, ça me fait penser à autre chose sur lequel je voulais t'interroger, c'est comment tu t'organises? Quelles sont les semaines types pour toi, pour que tu puisses avoir tout ce temps libre pour pouvoir prendre soin de toi et à la fois servir tes clients et développer ton entreprise? Est-ce que tu Ouais, peux nous décrire un petit peu comment tu gères tout ça? ouais, ça c'est un vrai gros sujet. Donc moi j'ai réussi assez vite à... Enfin pas assez vite, non. Mais j'ai réussi, là je suis contente d'avoir un peu une journée type qui me convient. Là je travaille maintenant sur la semaine qui me conviendrait. Mais les grands impératifs, c'est que je démarre chaque journée, donc je me lève et je me couche à la même heure. Je me lève, mon réveil sonne à 7h15. À 7h30, max 45, je suis dehors.
La première action que je fais, c'est toujours un truc que je décide de faire pour moi, systématiquement. Je veux pas que ce soit pour mes clients, je veux pas que ce soit ouvrir mon téléphone et scroller sur les réseaux, je veux pas que ce soit, voilà, je veux que ce soit un truc bénéfique pour moi et pour ma santé. Donc je sors. Souvent, je sors pour aller à la salle de muscu. Mais ça peut aussi être comme ce matin, parce que je savais qu'on avait l'interview juste après, juste sortir marcher. Donc là, je suis sortie marcher 1 heure. Ça me permet de m'exposer aux lueurs du soleil de bon matin. Ça réveille vraiment bien. Ça me met de bonne humeur. Voilà. Donc ça me permet vraiment de commencer la journée. Généralement, quand je me pose devant l'ordi, ça va dépendre des sessions de sport que je fais le matin, mais entre 9 heures et 10 heures maximum, j'ai déjà fait au moins une séance de sport, en fait, Bien. systématiquement. Ensuite, ce qui se passe, c'est que le matin, c'est souvent des tâches. C'est soit j'ai des grosses réunions avec des clients, des réunions importantes, soit c'est une phase de travail, tâche deep work, tâche importante. Voilà, quoi qu'il arrive le matin, c'est les moments clés. C'est vrai que le midi, je vais faire une pause ou pas. Si j'estime que j'ai beaucoup de travail de concentration intense, je vais essayer de pas manger ou alors de manger très léger à midi parce que j'ai remarqué que quand on mange, après on a la phase de digestion et ça nous met dans le down complet. Donc, par contre, j'ai oublié de le préciser, mais c'est que je mange le matin et je mange hyper protéiné. Parce que déjà, je fais beaucoup de sport. Mon coach me force à manger beaucoup de protéines. J'ai pas le choix. Donc, le matin, c'est shaker de protéines, yaourt protéiné, etc. Ce qui fait qu'en fait, j'ai pas trop faim à midi. Je peux Oui, carrément tenir ça coupe. s'il faut. Ouais, d'accord, Ouais. ouais. Donc, genre, ensuite, c'est travail. Et en fin de journée, je refais une séance de sport et de la marche. Donc, systématiquement, voilà, la journée type, c'est vraiment séance de sport le matin, c'est souvent de la muscu. Euh, et le soir, c'est souvent course. Et après la course, une fois que j'ai fini de courir, je reste en tenue de sport et je continue de marcher, en fait. Ce qui fait que j'ai systématiquement dans la journée les 10 000 pas faits, plus au moins course ou muscu et souvent les deux. Et travail entre les deux. Je me couche tous les jours Je vais au lit à partir de 22h30. Euh, J'essaie d'être endormie à 23h30 max. Max. Le vrai objectif, c'est 23 heures. Il m'arrive de déborder un peu. Euh, le repas du soir, c'est vraiment le moment coupure. C'est le moment où je me pose aussi devant une série plaisir, devant la télé. Et voilà, je sais pas si je raconte un peu trop ma vie, mais du coup, Ah, non, non, mais peut-être. non, non, mais c'est super inspirant que tu arrives à te dégager, mais comme tu le dis très bien, parce que en tant que freelance, solopreneur, on consacre beaucoup de temps à nos clients. Mais c'est vrai qu'on a tendance, comme je disais au début, à s'oublier soi. Et toi, tu arrives, et c'est inspirant, à te programmer. En fait, c'est une question de choix. C'est à te programmer des temps dédiés pour toi et pour ton bien-être. Donc, ça, c'est... Ouais, et en fait, ça m'aide de me fixer des objectifs un petit peu fous. Tu vois, là, j'ai mon marathon qui arrive dans moins d'un mois. Euh, je me fixe tous les trimestres un objectif qui m'a l'air un peu inatteignable au départ, sauf si je fais ce qu'il faut. Et donc, j'ai pas le choix. Ouais, Euh, donc, il y a ça. Après, oui, c'est toujours les trucs que je mets en priorité. Donc, le fait de démarrer la journée par un truc pour moi, c'est tout con. Mais en fait, tu commences à bosser pour tes clients après avoir fait quelque chose pour toi. Et je trouve ça vraiment hyper important. Et je pense que bah, tu l'as dit, c'est de la planification et après, c'est des choix. Et à titre perso, si à un moment, il faut que je sois en retard sur une presta, je préfère être en retard sur une presta, mais être bien dans ma santé mentale que l'inverse. ouais, sinon tu tiens pas sur la durée. C'est évident. C'est ça. Trop bien. Et du coup, toi, tu délivres à tes clients du lundi au vendredi ou comment tu gères ça? Ouais, en vrai, je j'ai pas le sentiment de couper complètement le week-end. Je suis pas joignable pour mes clients parce enfin, c'est plutôt qu'ils me joignent pas le week-end. C'est pas s'ils m'écrivaient, je pense que je répondrais. Euh, j'ai pas l'impression de couper complètement le week-end. Je travaille quand même, sauf les week-ends que je passe avec mon épouse. Moi, je suis mariée, on a fait le choix de pas habiter ensemble, mais quand on se voit pour profiter vraiment d'être ensemble. Et si on décide de passer un week-end ensemble, bah, je vais rester loin de l'ordinateur. Voilà. Mais sur des week-ends plus classiques, je pense que je travaille moins en termes de volume horaire dans la journée. Clairement, je travaille moins. Et je suis beaucoup plus dehors en train de marcher. Par contre, je travaille quand même. J'aime tellement ce que je fais que le dimanche, je suis contente
de pouvoir ouvrir l'ordi et bosser. En fait, c'est un kiff. Ouais. Donc j'ai pas pour l'instant le sentiment d'avoir besoin de me dire c'est du lundi au vendredi 18h max, quoi. Oui. Ah ouais, carrément. Toi, Ok. tu fais comment là-dessus? Tu coupes? C'est quoi Ben, ta stratégie? moi j'ai des enfants déjà. Donc moi c'est aussi rythmé par le rythme des enfants, de l'école, des devoirs à faire le soir et le week-end aussi couper aussi pour être avec eux. Après je dis pas que ça m'arrive pas de bosser le week-end, mais j'essaie de le plus possible de couper pour être avec eux, pour en profiter aussi. Ok. Yes, pour trouver quand même un équilibre. Est-ce que toi, tu as une journée, comme on l'appelle, tu sais, CEO Day, que tu te cales pour bosser vraiment sur ton entreprise et n'est pas Non, c'est délivrer? pour ça. Ouais, c'est pour ça que je te disais que ma semaine, pour l'instant, elle n'est pas parfaite. C'est-à-dire que ma journée, je suis contente de la structure type de ma journée. Je suis pas contente de la structure type de ma semaine parce que j'ai le sentiment que parfois je me dis, OK, ce jour-là, je vais le consacrer à mes activités à moi, à mon business à moi. Et en fait, je me retrouve à bosser quand même pour des clients. Et donc, je suis encore en train de réfléchir à la structure de la semaine idéale où il y aurait des phases des journées dédiées peut-être à des réunions et des rencontres, donc des moments où je me nourris, où j'échange avec des gens, des phases de deep work pour les clients, des phases de deep work pour ma boîte. Donc là, je suis encore en train de travailler la semaine idéale. Et l'étape d'après, ça sera de travailler, d'intégrer un peu plus dans cette semaine idéale des phases de review à l'échelle hebdomadaire et mensuelle. Pour l'instant, j'ai grosso modo une journée par mois où je prends du recul. Mais je pense il y a besoin de plus de review à l'échelle de la semaine aussi. Et donc, ça, c'est encore un truc sur lequel je travaille. J'ai le sentiment quand même que le week-end, je travaille plus pour ma boîte que pour les clients. Mais Oui, c'est le fait de ne pas être sollicité, en fait, tout voilà, c'est ce que simplement. j'allais te dire. C'est parce que tu sais que tu n'es pas sollicité. C'est Donc ça. ça, un peu plus calme. Ouais. Ok, bah écoute, super. Bah écoute, Adrien, on arrive à la fin de cette interview. Est-ce que je vais te laisser le mot de la fin? Quel conseil tu donnerais aux femmes entrepreneurs qui aspirent à faire croître leur entreprise? Aux femmes entrepreneurs en particulier. Oui, parce que c'est vrai que si tu veux, moi, mon podcast, il est plus orienté femmes entrepreneurs, mais après, je suis pas fermée en fait à recevoir des hommes sur ce podcast. Donc, je vais te dire, maintenant, c'est ouvert. Ok. Non, moi, le conseil que j'aurais pour tout entrepreneur, c'est vraiment à un moment de se concentrer sur le fait de délivrer de la valeur à des gens. Euh, et assez vite d'accepter de ralentir pour prendre du recul et analyser ce qui délivre le plus de valeur chez ses clients. Et là, commencer à imaginer des business models qui nous permettent de libérer du temps. Parce que le vrai piège dans lequel je vois plein d'entrepreneurs tomber, c'est qu'ils entreprennent pour être libres et en fait, ils finissent esclaves de leur propre boîte. Et moi, donc, la reco que j'ai, cravache, il n'y a pas de souci, c'est normal au début. Cravache, trouve ta valeur, trouve tes clients, trouve ton product market fit. C'est éreintant, c'est fatigant, c'est long, c'est normal. Mais à un moment, quand tu as trouvé, prends le recul qu'il faut pour construire la boîte au service de ta vie et pas l'inverse. Exactement. Très important. Ben, écoute, merci beaucoup, Adri. Merci à Merci toi. à Et toi. si les personnes veulent te suivre, c'est quoi le meilleur moyen pour te contacter aussi? LinkedIn. LinkedIn, Adri Payruz, c'est là que je suis le plus active. Et sinon, Insta, que ça doit être aussi Adri Payruz, tout simplement. Et puis voilà. Superbe. Bien, merci à toi. À très vite. Merci à toi. À plus.